L'idée était de savoir en pratique si les administrations toutes les 12 semaines d'acide zoledronique versus toutes les 4 semaines étaient aussi efficaces. C'était une étude de non-infériorité chez des patientes atteintes de cancer du sein métastatique à l'os. À savoir, toutes les patientes recevaient initialement 9 administrations d'acide zoledronique toutes les 4 semaines, puis ensuite étaient randomisées entre 4 semaines versus 12 semaines. Vous voyez la courbe, on n'a absolument pas de différence. Il n'y a pas d'infériorité du bras 12 semaines versus le bras 4 semaines, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on va attendre la publication, peut-être, mais il semble possible de pouvoir administrer l'acide zoledronique toutes les 12 semaines et non toutes les 4 semaines. C'est important pour les équipes, c'est important pour les administrations en ville, les patients, c'est-à-dire qu'on va limiter les administrations, les manipulations, notamment sur les chambres implantables, les sites implantables, avec les risques d'infection. Et puis, évidemment, une autre présentation autour de la comparaison entre acide zoledronique et denosumab. Le denosumab, c'est le petit dernier de l'anti-rank ligand présenté par le laboratoire Amgen, où cette fois-ci, en sachant que le denosumab a fait l'objet de nombreuses communications, nombreuses publications depuis plusieurs années. Et là, l'idée était de comparer versus l'acide zoledronique, justement, avec l'analyse en termes de sous-groupes. Et on se rend compte que quels que soient les sous-groupes, en fonction de la localisation des métastases osseuses sur le rachis, sur les membres, en fonction de la présence de métastases viscérales, en fonction du nombre de métastases osseuses, du stade de l'état général du patient, on se rend compte que quels que soient les sous-groupes, le traitement denosumab est supérieur à l'acide zoledronique. Donc, pour l'avenir, là encore, l'intérêt est d'avoir une molécule avec une administration sous-cutanée, et il semble qu'on soit en faveur du denosumab. La toxicité cardiaque à long terme du trastuzumab, c'est une étude qui va certainement intéresser, ou qui a certainement intéressé notre ami Lip Schultz, qui a présenté hier la toxicité cardiaque. Sans entrer dans le détail, peut-être pour avoir par la suite son impression sur cette étude, la question était de savoir quel était le rythme de surveillance qu'il fallait proposer aux patients sous trastuzumab et s'il y avait une majoration de la toxicité cardiaque avec trastuzumab et anthracycline. Dans cette étude, sans revenir sur les X publications que vous avez réalisées, dans cette étude, il semble qu'en fait, la toxicité cardiaque du trastuzumab se trouve uniquement pendant le traitement, pendant les 12 mois de traitement. Et c'est ce qui a amené les auteurs de l'étude à proposer une évaluation cardiaque systématique, notamment avec une échographie à l'inclusion, avant le démarrage du traitement de chimiothérapie, puis tous les 3 mois, à l'inclusion du traitement par trastuzumab, puis tous les 3 mois jusqu'à la fin et sans surveillance ultérieure. On a vu hier qu'il était important de continuer à surveiller évidemment les patients, notamment avec les traitements à cause des traitements par anthracycline, mais pour le trastuzumab, il semble que la toxicité soit vraiment pendant la durée du traitement. On pourrait peut-être nous donner votre avis tout à l'heure. L'étude NEPA, donc là je vais parler devant Mati qui évidemment présentait cette session. C'est là tout l'intérêt du TAO, c'est qu'au TAO on a les experts internationaux qui présentent les études à l'ASCO, à la MASC et à l'ESMO. Donc le petit bonhomme que je suis fait le coucou et je vous présente les choses. Maintenant, comme les experts sont ici, c'est la chance de pouvoir échanger avec eux, d'avoir réellement leur avis sur leurs études. Là, sur cette étude très, très résumée, le NEPA avait fait de gros papiers l'année dernière avec 3 publications cette année dans Annals of Oncology au début de l'année. Le NEPA est l'association, je vous rappelle, dans un comprimé du nétupitant, un nouvel inhibiteur de neurochinotype 1, avec du palonocétron à 0,5 mg. Tout ça donc dans un seul comprimé, une monoprise 1 heure avant la chimiothérapie. Et la question posée par Mati dans cette étude, c'était de savoir si les résultats intéressants, très intéressants qu'on avait vus au premier cycle se répétaient au cycle ultérieur. La réponse est oui. On a une supériorité dans les chimiothérapies modérément émétisantes, les MEC, de NEPA plus hexaméthasone versus le schéma standard proposé dans l'étude avec l'association palonocétron plus hexaméthasone, et ça se voit au cycle 1, 2, 3 et 4. Et la grosse question posée par Fausto Roila, qui est là également, donc on pourra échanger également avec lui sur cette étude, quel est le rôle finalement de l'aprepitant versus le métoclopramide en phase retardée de traitement. Alors, je vais, comme chaque année et comme d'habitude, pousser mon petit coup de gueule, mon petit haro. En France,
là je parle de la France, nous avons à disposition le palonosétron qui pourtant n'est pas rentré encore dans les pharmacies hospitalières puisqu'il est à dispensation hospitalière. Regardez le schéma thérapeutique qui est proposé au premier jour de chimiothérapie. C'est une triple association, aprépitance 125 mg, plus le palonosétron en injectable à 0,25 mg, plus la dexaméthasone. C'est un protocole, un triplet qu'aujourd'hui nous ne faisons pas en France, ou en tout cas pas dans la majorité des centres. Les patients étaient par la suite randomisés en 2 bras, un bras aprépitant plus dexaméthasone, un bras méthoclopramide plus dexaméthasone. Et les réponses, après toutes les discussions qu'on peut voir sur la méthodologie, etc., ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les 2 bras. Que ce soit en termes de réponse complète, que ce soit en termes de nausées, que ce soit au niveau du questionnaire de qualité de vie, et que ce soit également en termes d'effets indésirables. La seule différence qu'on trouve, c'est évidemment une différence en termes de coût. La conclusion de Fossorella est de réfléchir autour de la place des drogues chères antiémétiques dans les phases retardées, à condition d'avoir un premier jour correctement mené, un suivi correct des recommandations. D'une façon générale, on peut en discuter par la suite. Inhibiteur de la pompe à protons et inhibiteur de tyrosine kinase, c'est la question habituelle. Est-ce qu'on peut mélanger les IPP avec les ITK? Est-ce que c'est sans danger pour le patient ou est-ce qu'on a de réelles interactions? On avait 2 études présentées en session poster à l'ASCO et dans les 2 études, une qui ne retrouvait pas d'impact, d'interaction entre les 2 produits, mais avec une méthodologie très critiquable et une cohorte de patients assez faible en nombre. Et puis cette autre étude qui évaluait l'erlotinib dans le cancer du poumon, bronchique non aptitude de type adénocarcinome muté, et puis le sunitinib dans le cancer du rein. Dans les 2 cas, en termes de survie, on a un impact péjoratif de l'association inhibiteur de tyrosine kinase plus inhibiteur de la pompe à protons. Donc, je crois qu'aujourd'hui, la conclusion est claire. Il ne faut pas associer les 2 produits. En tout cas, il faut essayer de ne pas associer les 2 produits. La question que vous pouvez me poser, c'est qu'est-ce qu'on fait chez les patients qui ont des problèmes de gastrite, d'ulcère et qui doivent être traités par IPP? Je vous renvoie la question. Arrêt des statines en phase palliative, c'est une des dernières études qui a semblé importante au groupe de la lettre du cancéro. C'est de savoir si on doit prolonger les traitements chez ces patients qui sont en phase palliative, s'il y a un impact de l'arrêt de ces traitements sur la survie, s'il y a un impact en termes de tolérance, si finalement ils servent à quelque chose. Donc l'idée est intéressante, 380 patients qui ont été randomisés, avec une évaluation sur la survie et sur les objets et sur d'autres objectifs secondaires comme la qualité de vie et la prise de médicaments, arrêt des statines versus poursuite des statines. Ce sont des patients qui étaient en phase métastatique, donc en prise en charge palliative de leur pathologie. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de différence significative entre les 2 bras sur la survie en termes d'arrêt ou de poursuite des statines. Donc sur la survie, poursuivre les statines n'apporte pas grand-chose et les arrêter ne change rien. En revanche, en termes d'effets secondaires, d'objectifs secondaires, en termes de qualité de vie, les patients avaient une meilleure qualité de vie dans le bras arrêt des statines. Ils avaient une amélioration de l'ensemble des symptômes, donc là, à prendre avec beaucoup de recul. Ils avaient une amélioration de la considération face à la prise de médicaments. Le fait de réduire les médicaments et de réduire les effets indésirables liés aux statines, forcément, améliorait leur perception. Et puis une meilleure satisfaction des soins qui est à prendre également avec recul. Ce qui veut dire que chez les patients qui ont un pronostic de survie inférieur à 1 an, on peut se permettre d'arrêter certains médicaments. Ça a été démontré avec les statines. On a certainement d'autres études à développer par rapport à d'autres médicaments qui nous semblent fondamentaux, en tout cas en fonction des disciplines d'organes. Et c'est bien la preuve qu'on doit travailler les uns avec les autres, mais également avec les autres disciplines qui travaillent non pas sur le cancer, mais sur d'autres pathologies. Les cardiologues, les néphrologues, comme on a pu en discuter hier. Et puis pour terminer, l'effet du yoga tibétain. Donc Lorenzo Cohen, qui nous rejoint cet après-midi, là aussi vous présentera certainement les résultats de cette étude. Le yoga, depuis 2006 et sa présentation orale à l'ASCO, fait l'objet de papiers et de publications chaque année. L'équipe de Karen Mustian est également très en avance sur le développement de recherche dans l'action du yoga. On a gardé cette étude pour la simple raison qu'on parle ici du yoga tibétain. Le yoga tibétain qui est plus basé sur la méditation. Alors que jusqu'à maintenant, toutes les études sur le yoga étaient basées sur du yoga actif. Alors, je ne suis pas un spécialiste du yoga, donc je ne rentrerai pas dans le détail, mais c'est du yoga actif donc qui était synonyme d'activité physique adaptée. On sait que l'activité physique adaptée améliore la qualité de vie et la survie des patients, donc le yoga actif améliore forcément cette activité. Le yoga par la méditation, c'est une question qui est beaucoup plus
difficile. Et Lorenzo Cohen a mis en avant cette étude en montrant qu'il y avait un intérêt de ce yoga versus stretching, versus des soins usuels, sur la durée du sommeil, l'efficacité du sommeil et même l'amélioration de certains symptômes du cancer. Donc le yoga, d'une façon générale, semble intéressant. Je crois qu'aujourd'hui, l'équipe de Lorenzo Cohen a montré ses preuves en termes de sérieux, sur le plan de la recherche. Donc ce sont des essais qui sont à suivre. Masque 2014, alors beaucoup de redites de l'ASCO. Les deadlines pour la soumission des abstracts de la Masque et de l'ASCO sont à 15 jours d'intervalle. Donc on a beaucoup de papiers qui sont soumis à l'ASCO, qui sont également soumis à la Masque, et donc des communications qui se ressemblent. Donc évidemment, je ne vais pas vous faire le doublon. On a cette étude qui avait été mise en avant par l'équipe italienne, présentée par Paul Bossi. Ça c'est vraiment pour mettre en avant l'effort fait par nos collègues italiens qui sont très dynamiques en termes de recherche, en termes de développement du supportive care au niveau international comme au niveau national. Et l'intérêt de cette étude était de savoir si finalement, avec nos nouvelles thérapeutiques, les thérapies ciblées, qui peuvent avoir des effets indésirables très importants mais sur une durée courte, ou des effets indésirables peu importants sur une longue durée, quel était l'impact pour les patients? La conclusion, c'est qu'une faible, un grade 1-2 de toxicité, mais sur le très long cours, sur plusieurs mois, parfois beaucoup plus, est importante pour la qualité de vie des patients. Il est certainement plus intéressant, au lieu de regarder les pics et les grades 3-4, de regarder l'air sous la courbe, c'est-à-dire la durée d'exposition à la toxicité pour évaluer l'accompagnement de nos malades. Et puis cette étude d'un jeune garçon dynamique et prometteur, Vincent Launay-Vacher, qui a présenté les résultats de cette étude autour de l'anémie, le cancer et l'insuffisance rénale chronique. Est-ce qu'on a quelque chose qui est lié? Il a présenté ses résultats hier. Vous voyez qu'on a une énorme cohorte de patients, 10 750 patients inclus, avec principalement des femmes et principalement des patientes suivies pour un cancer du sein, avec l'évaluation de l'anémie et de la fonction rénale. Les résultats sont les suivants. Vous pouvez voir que, en gros, pour résumer, quand on a une insuffisance rénale, on a plus d'anémie et il est important de surveiller l'insuffisance. Palliative care. Et puis, je pense que c'est intéressant d'en parler aujourd'hui parce que Jeffrey Crawford, qui est avec nous et qui va nous parler dans la session suivante de l'Enobosarm et de l'étude Romana, a un regard très intéressant avec de nouvelles molécules qui sont en cours de développement ou développées sur cette thématique. Le take-home message de Jennifer Temel, c'est... Alors, pardon. Excusez-moi, c'est pas celle de Jennifer Temel, celle-là, c'est celle de Massimo Di Maio. J'ai été trop vite dans les présentations. Excusez-moi, je reviens en arrière. Donc, non, je vais faire Temel tout de suite. On va aller sur Temel avec l'anamoréline, pardonnez-moi. Le take-home message, c'est que l'anamoréline versus placebo a une efficacité sur l'amélioration de la masse musculaire, de la masse maigre. Le design, c'était anamoréline versus placebo. C'était un pool de 2 études avec, vous voyez, une grande majorité de patients qui étaient en cours de traitement contre le cancer, avec une majorité de patients également métastatiques, des études internationales. Les résultats, en objectif principal pour cette étude, on avait l'effet sur la masse maigre. On voit un bénéfice statistique significatif en faveur de l'anamoréline versus le placebo à la 6e et à la 12e semaine. Mais en deuxième objectif principal, qui est la force musculaire, on n'avait pas de résultats significatifs. Et Jeffrey Crawford, l'année dernière, à l'ESMO à Amsterdam, avait mis en avant qu'il était important de regarder comme objectif principal justement cette thématique et qu'il est important d'avoir un bénéfice également sur la force musculaire, ce qu'on ne retrouve pas avec l'anamoréline. En revanche, sur la prise de poids, on a également un bénéfice. C'était un objectif secondaire, significatif à toutes les phases d'évaluation et également en termes d'évaluation de la qualité de vie dans le domaine de la sarcopénie et de l'anorexie. Et puis je reviens en arrière. Donc,
sur l'étude, là encore une fois, équipe italienne, Massimo Di Maio, l'Institut national du cancer italien. L'idée est d'évaluer, enfin de comparer l'évaluation et la perception des toxicités des patients et des praticiens à travers 3 études randomisées. Donc on est dans de la recherche clinique. La recherche clinique, normalement, tout est ultra rigoureux. Les molécules qui vont être mises à disposition sont passées par les filets de cette recherche, l'évaluation des investigateurs, et on doit parfaitement savoir ce qui va se passer dans la vraie vie. Le take-home message, c'est que les médecins sous-évaluent les toxicités subjectives des patients. Donc ces 3 études, une étude dans le early breast cancer et 2 études dans le cancer du poumon avancé. Dans les résultats, donc l'évaluation est faible et l'underreporting est élevé. Et je vais m'attacher à 7 diapositives. L'idée était de comparer les patients qui exprimaient, suivant le questionnaire de l'ORTC QLQC30, le very much toxicity. Le very much toxicity, beaucoup de toxicité, on peut le mettre en parallèle avec des grades 3-4 pour nous, puisque ce sont les toxicités qui, a priori, sont les plus sévères. Les grades 3-4, elles sont évaluées par les médecins à travers les critères CTC AE du NCI. Et vous voyez que sur ces différentes toxicités, eh bien, on a une sous-évaluation des grades 3-4, probablement, à 50% sur l'anorexie, c'est intéressant pour Geoffrey et sa présentation, à 26% sur les nausées, 13% sur les vomissements, et pareil sur la constipation, la perte de cheveux, voire la diarrhée. Quel est le message de cette étude? C'est que l'évaluation fait défaut. On a un écart de perception permanent entre les patients, ce qu'éprouvent les patients, et ce qu'estiment les médecins, les physiciens. Il faut qu'on fasse un véritable effort de compréhension, d'entendre de ce que les patients vivent au quotidien. Et le NCI a notamment développé le Patient Outcomes Report. Et c'est l'un des autres messages qui a été présenté à Boston lors de l'ASCO Palliative Care, où on avait beaucoup de débats autour de être fixé sur le retour des patients plus que sur le retour des médecins. Un nouvel anticoagulant oral, le rivaroxaban. Donc ça fait partie de cette nouvelle famille de molécules qui semble intéressante pour traiter les patients. On a de vrais résultats lourds avec des grosses cohortes en cardiologie. Est-ce qu'on a des résultats en cancérologie? Est-ce que c'est un produit qu'on peut utiliser à l'avenir? Je vous rappelle, le rivaroxaban, ça se prend par voie orale. A priori, il n'y a pas d'impact au niveau de la coagulation. On n'a pas besoin de le surveiller de très près. Et le take-home message, c'est que le rivaroxaban n'est pas encore recommandé, en tout cas en France, mais également à l'étranger, dans le cancer, mais... Et si on va dans le détail de l'étude, c'était un pool de 2 études, Einstein, PI et DVT. Ce sont 2 études de non-infériorité, ce ne sont pas des études de supériorité, avec une comparaison entre un bras de patients qui vont être traités par du rivaroxaban, donc le comprimé oral 2 fois par jour pendant 3 semaines, puis 1 fois par jour, versus un bras qui, pour les auteurs de cette étude, était le bras de référence, qui associait de l'énoxaparine par voie sous-cutanée pendant 5 jours, suivi d'un traitement par antivitamine K, notre anticoagulant oral, pour une durée au moins de 6 mois. La réponse est, si on fait une analyse du sous-groupe cancer, on part d'une grosse cohorte de 8281 patients. Mais si on prend uniquement les patients avec un cancer actif à l'inclusion et les patients avec un cancer actif durant l'étude, on descend immédiatement à 8% de patients qui avaient un cancer actif. Donc c'est-à-dire que la cohorte est déjà beaucoup plus faible puisqu'on se retrouve uniquement avec 650 patients. L'évaluation autour de la récidive d'événements thromboemboliques, on a un hazard ratio qui est à 0,67, mais vous voyez avec 2 bornes qui dépassent la ligne médiane. Pareil sur la mortalité, donc on ne peut rien conclure autour de l'impact sur la récidive et sur la mortalité. On a simplement un impact sur les saignements majeurs qui est en faveur du rivaroxaban versus enoxaparine plus antivitamine K. Je vous rappelle juste les guidelines internationaux, guidelines de l'ESMO, guidelines de l'ASCO, guidelines également de l'ISTH, qui est la société savante de thrombose. Le traitement de référence pour les patients qui ont un cancer avec une thrombose, c'est l'héparine de bas poids moléculaire. Low molecular heparin, weight heparin. C'est ce traitement pendant au moins 6 mois, pendant toute la durée de prise en charge du patient. Donc si on regarde ces guidelines, eh bien, le bras comparateur qui a été utilisé dans les études Einstein est faux, puisqu'ils utilisaient
une HBPM pendant 5 jours, puis un antivitamine K. Donc, dans le cancer, aujourd'hui, on ne peut absolument pas conclure sur l'intérêt ou pas du rivaroxaban. D'autres études sont en cours, sont en développement, et on attend largement leurs résultats pour voir si on pourra changer nos pratiques. En tout cas, il faut vraiment aujourd'hui qu'on ait une étude avec ces anticoagulants oraux nouveaux et les HBPM directement comparés. L'anamoréline, donc, j'en ai parlé, et je crois que j'arrive à la fin pour évidemment vanter devant David War le prochain congrès de la masque fondamentale. Vous êtes au TAO, c'est bien, mais venez à la masque, c'est encore mieux, parce qu'après vous reviendrez au TAO pour avoir les bonnes nouvelles. C'est à Copenhague du 25 au 27 juin 2015. Vous reverrez encore plus de ce panel de stars que vous voyez ici aujourd'hui. Et puis, je n'ai pas changé la date, mais on sera en octobre 2015 pour le prochain congrès de l'AFSOS, et puis novembre 2015 également pour le TAO, prochaine édition, et j'espère encore ici. Et merci de venir dans ce bel auditorium et dans ce bel hôpital. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des réactions? Est-ce qu'on passe directement à la session suivante pour éviter de prendre du retard? On parlera de l'anamoréline après. Mr. Lipschulz, you want to add something on the cardiotoxicity of trastuzumab? A short? Really short if possible, please. So your question was about monitoring during therapy for trastuzumab cardiac effects, and there are a number of published and several more coming out recommendations or guidelines for monitoring during trastuzumab with cardiac imaging and biomarkers. It's increasingly unclear whether any of those are necessary in light of the fact that acting on those withholds potentially life-saving therapy, and acting on them doesn't necessarily show that it's effective. So it's there are increasing guidelines, but there's less data to support their use for trastuzumab, which may not lead to the irreversible damage that you see with anthracycline. Ok. Y a-t-il d'autres interventions, d'autres remarques?